Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez visiblement? C'est parfait. Bienvenue dans cet espace Marie Curie pour cette conférence Cockpit du futur, du pilote vers le chef de guerre, avec des intervenants qui vont se présenter dans quelques instants. Le général Vincent Chussot, l'ingénieur en chef de l'armement Vincent Sol et Patrick Bouet qui est à côté de moi. Je vais vous présenter un petit tour de table tout d'abord. Je commence avec vous. Bonjour. Allez. Bonjour. Oui, général Vincent Chussot, donc je suis co-chargé du programme projet SCAF, Système de combat aérien futur, avec l'ADGA, l'ingénieur général de l'ADGA. Et donc je vous présenterai un petit peu le cockpit que l'on entrevoit à l'horizon 2040. Voilà. Vincent Sol, bonjour. Oui, bonjour. Donc Vincent Sol, je suis ingénieur en chef de l'armement. Je travaille à la direction générale de l'armement et je suis en charge du bureau aéronautique au service des affaires industrielles et de l'intelligence économique. Et j'ai récemment eu la chance de travailler énormément sur l'ensemble des feuilles de route technologiques de l'aéronautique de combat. Patrick Bouet, bonjour. Bonjour, Patrick Bouet, je suis adjoint au chef de la division stratégie à l'état-major de l'armée de l'air, bureau de développement capacitaire, où je m'occupe plus particulièrement avec mon équipe, qui comprend des officiers étrangers, de problèmes de prospective et de vision sur l'armée de l'air dans les années 2030-2040. Nous allons passer 45 minutes ensemble, une demi-heure d'exposé avec nos invités, nos experts, et puis ensuite des échanges avec vous, des micros pourront circuler. Vous pourrez poser toutes vos questions sur ce cockpit du futur, un pilote du pilote vers le chef de guerre. Je vais commencer avec vous, monsieur Bouet. Qu'est-ce qui change dans la manière de mener les opérations et qui changera dans le futur ? Alors, la vision que l'on a se base sur deux facteurs principaux, il y en a beaucoup d'autres, mais les deux facteurs principaux, c'est la prise en compte des menaces. Donc, je vais vous présenter un peu les menaces et l'évolution des technologies. Les menaces telles qu'on les voit pour l'instant, il y en a certaines que vous connaissez qui sont déjà en place, c'est ce qu'on appelle l'A2AD, avec tous ces systèmes de déni d'accès à l'action aérienne sur des sphères très très importantes en termes de détection et action des missiles antiaériens. Ce sont autres menaces qui peuvent paraître plus classiques, mais dont il faut tenir compte pour nous qui avons peu rencontré d'adversaires à notre hauteur, c'est le développement des puissances aériennes étrangères à travers le monde. Vous avez des endroits dans le monde où les puissances aériennes se sont développées avec des avions et des appareils, voire de la défense surface air qui a augmenté en nombre et en gamme. Vous avez le développement de moyens eux-mêmes techniques, c'est-à-dire la guerre électronique. Vous avez un développement, un renouveau de la guerre électronique. En particulier, nous avons des opposants ou des systèmes possibles qui ont réellement atteint des niveaux qui peuvent mettre en danger nos capacités de communication. Vous avez la cyber, vous en entendez parler tous les jours. Donc vous avez un retour qui questionne notre réflexion, c'est le retour à la parité, face à des adversaires de même rang ou d'un rang proche de nous. Bien sûr, les types de conflits, donc la parité implique que l'on repense le type de conflit avec un conflit haute intensité, tout en gardant à l'idée que les conflits asymétriques et l'hybridité continuent à être un type de conflit dont il faudra tenir compte. Les évolutions technologiques les plus importantes à ce niveau-là, et à chaque fois, il faut penser que ça va avoir une conséquence justement sur notre sujet, c'est-à-dire le pilote, le chef de guerre, le cockpit. Les évolutions, ce sont la masse de données qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir partager. On vous en parle beaucoup dans ce salon. Les communications, les liaisons de données qui ont connu de fortes améliorations, mais je pense qu'on n'a pas encore tout vu. On parle du quantique, de possibilités que l'on n'imagine pas encore tout à fait. La portée des armements et des senseurs qui s'est énormément accrue, je dirais, dans les 30 dernières années. Et cette portée des senseurs et des radars, par exemple, et des armements, c'est-à-dire missiles, et on parle aussi d'artillerie à très longue portée, fait qu'on peut penser maintenant une sphère de combat commune entre tous les milieux et tous les champs. C'est la nouveauté, vous l'avez vu dans le nouveau concept d'emploi des forces paru en France en 2020. C'est ce que l'on appelle l'intégration multimilieu multichamp. Nos camarades anglo-saxons appellent ça le multidomaine, mais cela implique qu'il va falloir la possibilité de faire travailler en commun dans une même sphère l'ensemble des moyens de toutes les armées, mais aussi le cyber, mais aussi l'influence,
Et une question, c'est comment le pilote, comment le chef de guerre va s'adapter et va pouvoir jouer son rôle dans un environnement de plus en plus complexe où il a un rôle important à jouer. Cette évolution n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, si on fait très rapidement, je rappelle qu'au début de la guerre de 14-18, le pilote n'était que le chauffeur d'un officier qui était l'observateur dans l'avion, que dès le moment où l'avion est devenu un avion de combat, le pilote s'est retrouvé, dès qu'il décollait seul, responsable de sa mission. Dans les années 30, vous avez le radar et la radio qui apparaissent. Dès ce moment-là, le lien entre le pilote et le sol est fait et le caractère de sa mission, son indépendance est moindre, le caractère de sa mission peut devenir beaucoup plus compliqué. Dans les années 42-43, vous avez l'apparition de la guerre électronique. Donc, et à chaque fois, je pense qu'on y reviendra, le rôle du pilote et le cockpit dans lequel il évolue, dans lequel il décide, à partir duquel il agit, vont évoluer s'agissant de son environnement et de la technologie auquel il doit s'habituer, auquel il doit faire face, mais aussi la technologie qu'il doit utiliser pour pouvoir remplir sa mission. Général Chussot, quand on parle de multichamp, multimilieu, on accélère les choses, tout s'accélère, tout va très vite et il faut suivre évidemment. Oui, bien sûr. Donc merci beaucoup Patrick d'avoir présenté le décor, je dirais, qui va nous amener à définir, qui nous amène aujourd'hui à définir le cockpit du système de combat aérien futur à l'horizon 2040, mais on y pense d'ores et déjà évidemment. Et donc il faut prendre en compte tous ces paramètres, se projeter dans le futur. Et pour nous, l'objectif, c'est de définir de quoi on a besoin à cet horizon-là, en passant aujourd'hui d'une interface homme-machine vers une intégration de l'homme dans le système, puisqu'on parle maintenant de système, et je vais vous décrire ce système. Donc le contexte il est clair, on a une complexification du contexte d'emploi, on a une accélération des processus d'analyse, de décision et d'engagement qui font que le rôle de l'homme va être différent. On a toujours besoin de l'homme dans cet avion du futur, mais il faut augmenter ses capacités et non pas se substituer à l'homme. Il faut le repositionner dans un rôle qui est différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Comme le disait le chef d'état-major de l'armée de l'air récemment et de l'espace, donc on a besoin de la technologie pour gagner et la technologie n'a de sens que pour servir l'homme et non pour l'asservir. Ça, c'est un point important. Et donc, dans ce système, on va intégrer l'homme dans plusieurs champs, dans plusieurs dimensions. Oui, tout à fait. Donc, comme ça a été évoqué, l'objectif, c'est de prendre en compte, dans le domaine aérien, le multimilieu, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles responsabilités de commandement également. Et tout ça nous amène à repenser, et donc à définir un cockpit différent. Demain, c'est une vraie révolution dans le cockpit qu'on attend. Et pour cela, donc, ce que je vous propose, c'est de partir du système et ensuite de prendre les dimensions de l'homme avant d'en arriver aux conclusions que l'on établit aujourd'hui pour définir ce cockpit de demain. Et je laisserai ensuite la parole à Vincent pour parler des technologies. Donc le système de combat aérien futur, c'est non seulement un avion de combat de nouvelle génération, au sein duquel se trouvera donc l'homme, le pilote de demain. On va revenir sur l'interface, sur ce dont il a besoin, mais il n'agira pas tout seul, il agira en réseau avec des ramifications, donc il ne maîtrisera pas toutes les branches. Il aura accès à un certain nombre d'informations, il ne saura pas d'où viennent toutes ces informations, et donc tout ça arrivera dans son cockpit. Il aura sous sa responsabilité des objets dronisés, qu'on appelle des remote carriers, de petite taille parfois, qu'il larguera lui-même de son avion, ou potentiellement des gros objets qui décolleront de plateforme donc de manière autonome et qui rejoindront sous son aile l'information pour l'accompagner dans les missions les plus exigeantes. Et tout cela fait que globalement, il aura sous sa responsabilité plus d'objets à gérer, en plus du niveau de responsabilité qui va augmenter au sein de sa cabine. Il aura à sa disposition un certain nombre d'outils, on va revenir dessus, et notamment une connectivité, c'est-à-dire des liaisons qui vont permettre de piloter l'ensemble, mais cette connectivité, elle a aussi ses limites, et potentiellement, il peut être déconnecté parfois du commandement à l'arrière ou d'autres capacités. Et donc il faut qu'il puisse gérer cet ensemble de moyens d'une manière parfaitement orchestrée et donc en augmentant la complexité. Et donc derrière ça se cache notamment la question de l'autonomie, l'autonomie accordée à ces objets, et on parle beaucoup d'autonomie ou d'automatisation de ces objets. Et, je ne vais pas rentrer dans le débat éthique qui est latent à cette notion-là, on pourra revenir pendant les questions si vous le voulez, mais globalement il y a plusieurs niveaux qu'on va accorder, et surtout on va redéfinir
la place de l'homme comme dans une des responsabilités pour chaque fonction qui sont liées à la gestion des différentes responsabilités qu'il a, que ce soit des responsabilités opérationnelles, juridiques ou légales, ou éthiques, pardon, dans le domaine. Alors ça, c'est la partie système. Maintenant, si j'arrive sur la dimension humaine, il est très important de bien comprendre quelles sont les grandes dimensions de l'homme pour mieux l'intégrer dans ce système de système. L'avion, c'est quand même, le cockpit d'un avion de combat, c'est quand même un domaine stressant, c'est quand même un endroit qui est stressant, agressif. Hein. On est assis dans une cabine étroite, on subit le facteur de charge, on est sous oxygène, il y a le bruit cabine qui est très fort dans un avion de combat. Bref, donc c'est quelque chose qui impose déjà une bonne intégration physique. Alors si je prends l'exemple de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, il faut d'abord répondre à des besoins, je dirais, plus de sécurité et puis physiologiques, avant de prétendre dégager des capacités cognitives de haut niveau pour pouvoir aller gérer des fonctions qui nécessitent plus d'engagement et de responsabilité. Alors pour cela, donc, ce que l'on fait, on décompose par exemple l'homme en 4 dimensions. Une dimension physique, émotionnelle, psychologique et intellectuelle. Et évidemment, l'intellectuel va nous amener à ces responsabilités de haute fonction. Sur le plan physique, donc dans un avion de combat, il faut assurer un minimum de confort. Et puis, il faut gérer la fatigue. Le confort, c'est lié à l'exiguïté de la cabine, comme je l'indiquais, au fait qu'on n'a pas forcément d'espace pour reposer nos équipements, on ne peut pas prendre de notes facilement, etc. etc. On a de plus en plus d'informations qui nous sont présentées. La fatigue, je pense que vous avez suivi l'actualité. En juin de cette année, on a fait des vols Rafale entre la France et les États-Unis pour rallier notamment donc la Polynésie française, ou Tahiti, je crois. On a fait un vol de 12 heures de vol, 6 ravitaillements en vol, avec des Rafales monoplaces pour certains. Et donc on a rallongé les temps de vol dans cette cabine étroite. Donc tout cela impose quand même un minimum de confort, je dirais. C'est la dimension physique. La dimension émotionnelle, elle est liée au fait que le jour J, notamment, eh bien, on a un stress de combat qui est important. Stress dans des phases de mission, je dirais, un peu plus basiques, mais qui demandent beaucoup de disponibilité, comme le ravitaillement en vol, comme l'appontage pour les marins. Et puis stress également face à la menace, puisqu'on verra de plus en plus certainement la menace arriver vers soi, vers son système de système. On verra notamment nos objets, les remote carriers, les drones, subir une attrition qu'on a oubliée depuis des décennies. L'attrition, c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène, comme l'indiquait Patrick. On va revenir face à des conflits, face à des menaces de haute intensité. Ensuite, la dimension psychologique, elle n'est pas nouvelle. C'est toutes les responsabilités liées à l'engagement, qui sont notamment latentes dans ce qu'on appelle l'appui aérien, par exemple, la maîtrise des dommages collatéraux, le respect des règles d'engagement, si ce n'est qu'on va rentrer dans une dimension encore supérieure, puisqu'on risque de faire de l'appui aérien dans des milieux qui sont non permissifs, c'est-à-dire où la menace est de plus en plus forte. Et là, évidemment, ça demande un peu plus de responsabilité et de délégation également de responsabilité. Et le dernier point, c'est la dimension intellectuelle. Donc on demandera à l'homme de gérer une complexité qu'il n'a pas gérée jusqu'à présent. On lui demandera d'être performant, d'être imprévisible parfois, ou de créer l'imprévisible. Et donc ça, c'est quelque chose, et dans un espace multimilieu, comme ça a été évoqué, avec du cyber, une dimension spatiale qui va être renforcée. Et tout ça va imposer donc qu'on l'assiste un minimum dans ses fonctions de haute responsabilité. Donc j'en arrive à ma dernière partie. Qu'est-ce qu'on va faire très concrètement, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on connaît toutes ces dimensions, qu'on les a mesurées? Voilà, donc ce que l'on fait, c'est qu'il faut avoir une approche globale, je dirais. Une approche qui nous amène à prendre en compte toutes ces dimensions, à la fois de l'homme et du système. Et donc moi, j'ai un peu matérialisé ça sous la forme d'une fusée à 4 étages. Commençons par le premier étage qui est assez concret, c'est l'installation physique, optimiser l'installation de l'homme dans la machine. Déjà, c'est un premier point. Il faut non seulement lui permettre de visualiser correctement toutes les informations dont il devra disposer, donc avoir des écrans suffisamment larges pour avoir une meilleure qualité de l'information, plus d'informations si nécessaire, lever les ambiguïtés donc visuelles, mais il faut également le positionner en regardant l'extérieur. Pour regarder l'extérieur, il faut lui donner par exemple un viseur de casque et une capacité à regarder vers l'extérieur et avoir par exemple de la réalité augmentée pour pouvoir intuitivement comprendre ce qui se passe à l'extérieur, la menace venant de l'extérieur. Il faut également lever les ambiguïtés à la radio, donc il faut disposer de systèmes qui nous permettent par exemple d'avoir une transcription en instantané des messages en anglais, ce qui est un problème parfois, puisqu'il faut comprendre précisément ce qui nous est dit.
Bref, il y a un tas d'outils qui existent, et là je laisserai la parole à Vincent pour vous en décrire quelques-uns. Ensuite, il faut surveiller le pilote, le monitorer, comme on le dit, avec à la fois son aspect physiologique et cognitif. Physiologique pour l'alerter si jamais, par exemple, il y avait une hypovigilance, si jamais il y avait une hypoxie, c'est-à-dire une perte d'oxygénation dans le sang, ou un début de perte de connaissance. Et sur le plan cognitif, l'objectif, c'est d'avoir, par exemple, des capteurs non intrusifs qui monitorent ces paramètres et qui soient capables d'adapter le système à ses capacités. D'adapter les visualisations, d'adapter l'information qui lui est présentée, de façon à optimiser en permanence cette relation homme-système. Ça, c'est la première étage de la fusée, la partie, je dirais, plus physique. La deuxième partie, c'est une partie qui est liée à l'intégration, enfin, à la poursuite des travaux pour optimiser les charges basiques, le décharger de toutes ces charges qui sont contraignantes, qui lui demandent beaucoup de disponibilité. Je parlais tout à l'heure du ravitaillement en vol ou de l'appontage. Il faut des systèmes automatisés dans ces domaines-là. Il y a d'autres domaines comme la sécurité des vols. Il ne faut pas qu'il regarde en permanence à l'extérieur si son équipier va lui rentrer dedans. Il faut que ça soit géré de manière intelligente et qu'il soit capable de porter son attention ailleurs. La gestion du carburant, c'est un autre exemple. Et ensuite, on arrive au troisième étage, qui est l'étage le plus intéressant et sur lequel on veut vraiment capitaliser, celui de l'assister dans ses hautes responsabilités, dans son nouveau rôle de chef de guerre, justement. Et pour cela, on prévoit d'avoir un assistant virtuel, par exemple. Cet assistant virtuel va venir l'aider pour lui offrir un certain nombre de services, des services de haut niveau, qu'on envisage au travers du cloud de combat, par exemple. Des services pour surveiller, pour l'aider dans ses décisions et pour l'aider dans les engagements. Lui permettre de lui offrir, je dirais, des capacités, des opportunités, des fenêtres tactiques pour gérer le combat de demain, maîtriser les effets qu'il potentiellement il va réaliser ou qu'il a réalisé. Maîtriser également les risques, assurer une meilleure protection, donc du système en lui-même et donc de sa protection également. Et le dernier étage, c'est un étage qui est extrêmement important, c'est celui de gagner la confiance entre l'homme et le système. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Derrière ça se cachent des notions qui sont importantes. Il faut qu'on avance ensemble. Il ne faut pas que l'un domine l'autre, chacun ayant ses propres qualités, ses propres compétences. Et donc là, derrière ce point-là, se cache la question de la qualification, notamment en vol. Et à un moment donné, il faut figer un certain nombre de paramètres. Et ensuite se cache également les aspects de compréhension et de capacité à présenter une information suffisamment de confiance pour l'opérateur. Alors deux mots, il y a l'interprétabilité et la contrôlabilité. L'interprétabilité, c'est la capacité à présenter une information suffisamment intuitive pour l'homme, qu'il puisse comprendre instantanément ce que la machine lui propose. Et ensuite, la contrôlabilité, c'est lui donner une fiabilité à cette information. Fiabilité qui permette au pilote de prendre une décision en connaissance de cause. Fiabilité, c'est également peut-être parfois lui assurer un parcours ensemble. Il faut parcourir le chemin ensemble. Il ne faut pas lui apporter forcément une information brute de fonderie. Il faut parfois accompagner. L'intelligence artificielle est capable de traiter beaucoup plus d'informations que le pilote dans un certain domaine. Et donc, il faut que la décision soit commune. Tout cela nous amène à, évidemment, cette complicité, elle doit se gagner au cours de la formation et de l'entraînement. Et tout cela doit nous amener également à ne pas avoir une confiance aveugle et une addiction dans le système. C'est-à-dire que le pilote doit toujours avoir la main pour décider, le moment venu, s'il suit la machine en toute confiance ou s'il s'en écarte également en toute confiance. C'est-à-dire qu'il connaît les limites de la machine et il est capable d'aller au-delà pour garder cette imprévisibilité notamment. Vous aviez fait une analogie dans la préparation lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette table ronde avec le capitaine d'une équipe de football américain. C'était vous ou pas? Quelqu'un m'avait soufflé cette... pas moi, mais on peut la faire, effectivement, ouais, tout à fait. Cette idée d'avoir différents outils à proximité. Exactement, c'est-à-dire que sur les phases de jeu. C'est-à-dire que chacun doit jouer son jeu du mieux qu'il peut, mais également en équipe. C'est-à-dire que c'est pas j'additionne 1 plus 1, j'additionne 1 plus 1 pour faire non pas que 2, mais pour faire 2,5 ou 3. C'est bien l'objectif, et donc c'est bien une équipe. C'est une équipe qu'il faut former. On parle d'intégration homme-système, et moi je pousse vers un objectif qui est un peu plus ambitieux, qui est celui de la symbiose à un moment donné. C'est-à-dire à un moment donné, il faut qu'on se sente en parfaite symbiose avec son système. Alors bon, derrière ça se cache un tas de questions qui sont liées à l'éthique notamment, et puis à la personnalisation de l'intelligence artificielle, jusqu'où on peut aller, etc.
Merci mon général pour cet exposé en Vincent Sol. Maintenant, on va faire un brin d'histoire avec vous. Comment on l'a fait tout à l'heure avec Patrick Bouet. Revenir un petit peu en arrière pour savoir où on va. Oui, voilà. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire la caricature de l'ingénieur, mais je vais quand même vous montrer qu'on n'a pas fait n'importe quoi et tout ça s'inscrit finalement dans du temps long. On est dans la continuité de ce qui s'est déjà fait. Alors, il y a plus de 100 ans, comme disait Patrick, finalement, le pilote, il regardait dehors pour tout, pour naviguer, pour détecter son ennemi et puis pour viser avec son canon à travers l'hélice. Et petit à petit, il y a des innovations qui ont permis d'améliorer les capacités des aéronefs. Donc, on a mis des systèmes pour mieux naviguer, pour ne pas se perdre, pour continuer à pouvoir voler à plat à travers les nuages, des radios pour communiquer, des radars pour mieux détecter ses ennemis. Et à chaque fois, finalement, on a rajouté une boîte dans le cockpit pour commander ce nouveau capteur, ce nouvel équipement, et pour afficher les informations qu'il amenait. Donc on en a rajouté. Je dirais que l'apogée, alors de ma connaissance, on regarde les Mirage 4, Mirage 3, Mirage F1 ou les premiers, même les premiers Mirage 2000. Finalement, on avait des cockpits surchargés avec des boutons partout et organisés par domaine. On avait la navigation à un endroit, le pilotage à un autre, la gestion du radar, la gestion des contre-mesures, la gestion des pannes, le moteur, la radio. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais finalement des cockpits surchargés. Et ensuite, d'autres innovations, pas à l'extérieur forcément de l'avion, mais à l'intérieur du cockpit, donc la numérisation, l'augmentation des performances des calculateurs embarqués, l'amélioration aussi de la résolution des écrans, ont permis de traiter un certain nombre d'informations et de les présenter de façon plus simple et synthétique. Par exemple, maintenant, on peut avoir des vues situation tactique, des vues conduite de tir adaptées en fonction du domaine. Donc, voilà. Si on prend le Rafale, il y a eu des innovations, mais il y a eu aussi beaucoup de travail sur l'architecture et sur la philosophie du cockpit, comment on va le faire. Et donc, à la même chose que ce qui se fait actuellement sur le SCAF pour l'horizon 2040, et ce qui permet d'avoir finalement un cockpit robuste à des évolutions assez importantes. Le standard F3R qui est actuellement opérationnel dans les forces, on lui a rajouté le pod de désignation laser Talios avec une bien meilleure résolution de l'image, de voie optique. On a mis des missiles type Météor qui vont beaucoup plus loin, voilà, sans rien changer. Le standard F4 en train de développer, il y a des évolutions au niveau des communications, des capteurs, des armements. Et au niveau du cockpit, on ne va pas changer la philosophie. Alors, on va changer les visualisations de tête latérale, les télés qu'il y a sur les côtés. Ça va augmenter en taille, on va rajouter de la capacité de calcul. On rajoute également un viseur de casque, mais finalement, on ne change pas cette philosophie parce que c'était bien pensé au début. Donc, en résumé, voilà. Donc, au début, on a mis une aiguille pour une indication et un bouton pour une commande. Et après de ça, on n'a pas fait que remplacer les aiguilles par des écrans. On a aussi rajouté une première couche d'intelligence et de filtrage justement pour que la charge mentale de l'équipage, qui au début était vraiment là pour gérer la machine, le pilotage, la navigation, elle puisse s'orienter d'abord sur la gestion des capteurs et de plus en plus vers la gestion de sa mission. Voilà. Donc maintenant, vous l'avez compris, alors qu'est-ce qui nous attend pour la suite? On va aller dans cette continuité. On l'a dit, la place de l'homme, il sera toujours présent à bord. Il aura plus d'informations. Alors, si je schématise, c'est la DGA qui voit le besoin des forces et qui va essayer de le schématiser de façon un peu plus simple. Plus de données, c'est quoi? On aura plus de tuyaux de communication. Donc, on va rajouter des SATCOM, des nouvelles liaisons de données. Qui auront quoi? Ce seront des tuyaux un peu plus gros, donc plus de débit. Donc, forcément, ça fait plus de données. Reliés à potentiellement plus d'acteurs ou un cloud, on va dire. Peu importe, ça fait des données vues de l'avion, vues de l'extérieur de l'avion qui arrivent. Au niveau des capteurs, alors il y aura peut-être plus de monde en l'air en face ou au sol, mais même on a des capteurs avec une meilleure définition. Dans l'optique, peut-être plus de voix, des radars qui voient plus loin, qui ont une meilleure résolution. Et j'en passe, voilà. Donc tout ça, au final, pour toujours un cerveau, un homme à bord avec son cerveau. Ça, c'est la seule chose qui ne va pas bouger. Donc maintenant, je vais essayer d'illustrer les questions techniques que l'on se pose. Je ne vais pas vous faire une liste de technologies, parce qu'on ne les a pas, les technologies pour 2040. Je vais essayer de l'illustrer, mais voilà, les problématiques, comment est-ce que nous, on va traduire ça. D'abord, commençons par la gestion des données. Donc, beaucoup de données, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il va falloir, parmi ces données, détecter quelles sont les informations intéressantes.
Alors là, on a des exemples, chose qui se fait déjà dans le grand public, l'ATD, l'ATR, Automatic Target Detection, Automatic Target Recognition, c'est-à-dire détecter des formes intéressantes sur une image. Sauf que là, la particularité, il faut arriver à le traiter sur des images infrarouges, demain aussi sur des images radar, des images SAR. Donc là, ce n'est pas des technologies grand public qu'on va pouvoir faire, il n'y a pas de base de données non plus grand public qui existe. Les premières capacités sur le SAR vont arriver dès le standard F4 du Rafale. Après, il va falloir aussi, comme dans une bande par exemple optronique, les gens vont pouvoir se camoufler ou se leurrer, comme on aura par exemple plus de bandes optroniques, faire du multispectral, de l'hyperspectral, on va essayer de faire de l'ATD, l'ATR, cette détection sur plusieurs capteurs en même temps, plusieurs types de capteurs, plusieurs voies en même temps. Et ces capteurs pourront éventuellement être dans différentes plateformes, donc arriver en temps réel à avoir ces données-là et à détecter les petites choses qui sont importantes et qu'on n'aurait pas vues. Et donc ça, on va dire, c'est plutôt sur des images fusées. Et après, le step d'après, c'est détecter les comportements anormaux. Alors, comportements anormaux, on va dire, c'est un 4x4 qui roule sur une route, c'est pas forcément gênant. Un 4x4 qui commence à rouler assez vite dans la forêt ou dans le désert. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de critères qu'il va falloir imaginer, mais ça demande aussi avoir une bonne connaissance de la scène, s'adapter à la connaissance de la scène pour savoir qu'est-ce qui est normal, pas normal. Ou également détecter des comportements hostiles, par exemple, sur quelqu'un qui est en vol en face. Donc tout ça, on part des données, on arrive à récupérer des informations intéressantes, et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rendre ces informations, leur donner une plus-value à l'équipage. Donc proposer des décisions intelligentes explicables. Donc on peut penser, alors là c'est de la résolution de contraintes, s'il y a une nouvelle menace qui pousse, proposer un aménagement dans le plan de vol à suivre par l'avion, mais plutôt par le dispositif, par la patrouille. Donc résolution multicontrainte avec plusieurs acteurs qui, si les liaisons de données fonctionnent bien, pourront se coordonner, on va dire, on pourra avoir quelque chose d'assez centralisé. Mais il faudra peut-être aussi trouver un optimum commun le jour où il n'y a plus forcément de liaison de données et qu'on a quand même des bribes d'informations. Voilà, donc beaucoup d'enjeux là-dessus. Ensuite, donc ces propositions, et je reviens là-dessus, si au niveau des propositions de décision, par exemple, vous avez sur le stand Cockpit Futur, on vous montre comment est-ce qu'on pourrait interpréter un comportement hostile ennemi et proposer des trajectoires qui ont la meilleure chance en termes de combat aérien, par exemple. Proposer la meilleure trajectoire à l'équipage. Et une fois qu'on a ces données, comment est-ce qu'on interagit avec l'équipage? Donc là, Vincent Chussot en a déjà parlé. Donc la réalité augmentée, le viseur de casque, on le met dans le Rafale, c'est très bien. Vous me direz, c'est sur le Tigre depuis pas mal d'années, ça se voit aussi à l'étranger. Les enjeux technologiques là, bien sûr, il y a l'ergonomie, mais on va dire, ça tout le monde en fait dans les voitures, sur les tablettes, les téléphones. L'enjeu sur le viseur de casque, c'est d'arriver à miniaturiser, à avoir quelque chose de léger, avec des vols de plus de 10 heures, quelques centaines de grammes en plus. Au niveau des cervicales, quand il va falloir se poser ou voire apponter au bout de 12 heures de vol, si ravito, voilà, c'est indispensable d'arriver, de maîtriser le poids. La transcription automatique, Vincent en a déjà parlé, là aussi on sait qu'il y a des choses qui existent déjà, il va falloir les adapter. Dans l'autre sens, pour la commande de l'homme vers l'avion, pour activer les différents capteurs, bien sûr on pense à la commande vocale. La commande vocale, vous me direz, tout le monde peut l'avoir dans son salon, sur son téléphone. Il y a d'énormes enjeux. Déjà, éviter... il faut l'adapter au vocabulaire particulier, à l'ambiance sonore un petit peu particulière. Mais il faut aussi qu'elle arrive à tourner de façon autonome. Elle ne sera pas connectée à Internet pour interroger un serveur. Donc là, vous me direz, c'est de la puissance de calcul, c'est des données. C'est une chose. Et après, il y a un aspect aussi de sécurisation, de fiabilisation. Si vous demandez à Alexa ou à Siri la météo à Paris, que ça vous donne la météo de Paris au Texas, c'est pas trop grave, vous remonterez chercher un téléphone. Voilà, dans un cockpit, je vous laisse imaginer la perte de temps, voire... voilà, donc, vraiment, au niveau des interactions, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense. On a également... On pense à des capteurs haptiques, alors des choses aussi qui se font dans le jeu vidéo, c'est-à-dire avec les mouvements des bras ou juste les mouvements des mains, parce qu'on ne peut pas forcément gesticuler en mettant des choses dans les gants, par exemple. Voilà.
on réfléchit à ces choses-là. On n'a pas encore la solution, mais finalement, on se coupe aucune piste. Et enfin, je reviendrai au bas de la pyramide de Maslow, hein, je confirme. Alors même si sur F4, on essaye de travailler déjà sur le Rafale, améliorer le confort en cabine, le bruit en particulier, qui est usant pour les neurones, pour faire du crew monitoring, donc détecter l'état de l'équipage. On a la chance que les équipages dans un avion de combat ont un casque en permanence. Ce n'est pas le cas sur un avion de ligne. Donc on a moyen d'avoir des électrodes qui pourraient faire de l'électroencéphalogramme pour avoir accès aux états du cerveau. Donc là aussi, je vous engage à aller voir le stand Cockpit Futur. On vous montre des électrodes intra-auriculaires qui permettent de faire un électroencéphalogramme qui pourrait permettre de faire ça en vol pendant plusieurs heures. Au niveau du corps, ou par exemple pour avoir plutôt le cœur, donc l'électrocardiogramme ou la saturation en oxygène en cas d'hypoxie, intégrer des choses dans la combinaison de vol. Là aussi, j'ai vu qu'il y avait des choses, on travaille avec la marine et l'armée de l'air, travaillent aussi là-dessus en lien avec la DGA et avec le service de santé des armées. Au niveau de la division d'attention, il y a aussi des choses, la tunnelisation qui a déjà aussi tué des collègues. Mettre des oculomètres, quelque chose qui va détecter où vous regardez. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. On s'en sert, le CM, ça n'est servi pour mettre au point la 400M. Bon, mais voilà, ça peut être un vrai indicateur de division d'attention et être utilisé finalement pour adapter ou pour alerter l'équipage et lui faire prendre un petit peu de recul. On parlait aussi d'hypoxie. Il peut y avoir des pollutions dans l'air respiré. Là aussi, les pilotes sont sous oxygène. Il peut y avoir des pollutions volontaires ou involontaires. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'avoir des capteurs endurants, fiables, réduits et de taille assez fine, de taille très petite pour pouvoir les embarquer à bord. Voilà, donc tout ça, on va dire, il y a des capteurs qui vont détecter des choses sur l'homme ou autour de l'homme. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait des données. Un électroencéphalogramme dans un laboratoire médical, c'est déjà pas forcément simple, et avec des casques, les personnes qui ne bougent pas et des dizaines d'électrodes. Là, avec quelques électrodes dans un environnement bruyant où on va dire ça gigote, ça se gratte parce qu'on garde 10 heures sur la tête, où on transpire. Voilà, il y a un vrai enjeu dans la filtration des données physiologiques et après pour pouvoir ensuite les interpréter. Et ces choses-là sont en plus très liées à la personne. Donc il y a un enjeu, il faut suivre les équipages sur la durée. Comme on va dire, on fait le suivi des sportifs de haut niveau sur la durée. Ça va être un petit peu la même chose. Donc voilà, des enjeux à la fois sur les capteurs et sur le traitement. Donc voilà, je vais arrêter là la liste de questions techniques. On voit que derrière, finalement, il y a beaucoup de traitements où on se dit que l'IA pourrait apporter quelque chose, parce que c'est peut-être aussi un petit peu à la mode, mais voilà, c'est un terrain aussi qu'on explore de plus en plus. Donc, comme l'a dit Vincent Chusseau, nous, la DGA, en tant qu'autorité technique là-dessus, on va veiller donc, en particulier à la certification de ces technologies. Donc, y aller progressivement, au fur et à mesure, voir où est-ce qu'on peut les mettre en toute connaissance, en fonction de la maturité, et bien sûr, en se posant les questions d'éthique qui vont bien. Voilà. Une dernière chose, oui. Allez, je vous laisse. Ensuite, il faut qu'on passe aux questions, qu'on laisse la parole à la salle et à ceux qui ont envie d'échanger avec vous. Non, mais je voulais juste dire que voilà, grâce à ces... alors, dans tout ce que j'ai cité, vous voyez des technologies qui sont déjà très matures et qu'on voit déjà sur le salon. Donc, bien sûr, grâce au SCAF, on va pouvoir partir d'une page blanche et vraiment avoir un cockpit en rupture. Mais on va quand même essayer aussi que toutes ces innovations puissent bénéficier progressivement aux flottes déjà existantes. Voilà. Vous pouvez aller vous glisser dans le cockpit du futur grâce à un casque de réalité virtuelle. Il y a un stand qui est au centre du salon, découvrir des capteurs qui se mettent dans le casque tout à fait réduits et qui sont déjà présentés sous type de prototype. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants sur ce sujet passionnant du cockpit du futur? On vous apprend plonger dans le cockpit du futur, on vous y a installé quelque part grâce aux interventions de Vincent Suchot tout à l'heure, grâce à Vincent Sol et toutes les parties technologiques, et puis avec Patrick Bouet pour l'esprit de ce cockpit du futur. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse prendre le micro, il est à votre disposition. Sigolène est là pour vous donner un micro.
Il va se transformer à quel point notre pilote Est-ce qu'on revient à l'origine de chef de guerre finalement, avec un tacticien, quelqu'un qui a la vision sur la tactique globale? Alors bon, c'est déjà le cas, hein, puisque aujourd'hui on a des pilotes qui assurent des hautes fonctions, des hautes responsabilités dans un cockpit. Hein. On a des chefs de mission qui gèrent tout un dispositif donc complexe. Si ce n'est qu'aujourd'hui, ils le gèrent, je dirais, un petit peu avec une méthode qui leur impose beaucoup de charges cognitives, qui leur demande beaucoup de ressources, et parfois qui leur demande même d'être en retrait, de façon à ne pas être plongé dans l'action immédiate, de façon à pouvoir avoir toute cette disponibilité. Demain, on peut penser que dans les combats les plus intenses, tout le monde sera mobilisé, y compris le responsable de mission, ouais. Et chacun aura une responsabilité importante, plus importante peut-être que celle d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va choisir des athlètes de haut niveau par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Non, on va prendre des pilotes tels qu'on les sélectionne aujourd'hui, mais par contre, on va les amener dans un domaine qui est différent et en les assistant véritablement, en les intégrant véritablement. C'est bien l'enjeu. C'est pas de changer complètement le pilote, c'est de lui apporter une nouvelle façon de travailler en toute sérénité, si possible. Patrick Bouet ? Oui, si je peux ajouter quelque chose. Quand le titre de la table ronde, c'est du pilote vers le chef de guerre. Je parlais du multidomaine, ce que l'on appelle en France le multimilieu, multichamp. Pendant très longtemps et jusqu'aux dernières années, chaque combattant était un expert de son milieu. C'est-à-dire l'aviateur était un expert de l'action dans l'air. Le marin en surface ou sous la mer. Le terrien le fantassin connaissait son milieu. Le multimilieu, multichamp, ça va impliquer une manœuvre commune mais intégrée. C'est-à-dire que le pilote va être chef de guerre aussi dans la mesure où il va intégrer à son action l'action d'effecteurs et prendre des informations des senseurs qui viennent des autres milieux. Quelque part dans l'absolu, et nous y réfléchissons, nous n'avons pas encore trouvé les solutions, on pourrait se retrouver à un certain moment avec un pilote de chasse qui déclenchera des tirs d'artillerie à partir d'une artillerie de très longue distance. Et ce tir d'artillerie jouera son rôle dans la mission aérienne. Mais ça sera peut-être, ce que l'on appelle le mission commander, sera peut-être un des pilotes dans un des avions qui sera en position de faire déclencher ce tir d'artillerie. Donc là, on change réellement du pilote qui gère, entre guillemets, sa machine et son milieu à quelque chose qui est le chef de guerre en tant que véritable tacticien dans l'ensemble des milieux. Et si nous rajoutons à cela les données venant de l'espace, l'action cyber, c'est une grande question, et voire l'informationnel, c'est-à-dire de donner le top pour qu'il y ait une action informationnelle vers l'adversaire. L'adversaire, ça peut être une équipe de missiles solaires qu'on va déstabiliser à partir de messages juste au bon moment, de messages sur leur téléphone portable personnel pour les déconcentrer par rapport à leur mission principale. On va vers ce type d'opération extrêmement complexe. Le problème, ça va être de savoir qui va la commander et est-ce que dans une certaine mesure et dans certaines missions, ce ne sera pas le pilote dans son cockpit. Oui, et je voulais juste rajouter, là on sort du cockpit, mais en termes de techno, finalement, c'est déjà le cas sur F4, il y a un gros enjeu sur la connectivité. Finalement, tout ça à la base, c'est que les gens arrivent à se parler, à se causer, à voir les tuyaux, à voir les tuyaux, les liens entre les différents milieux. Parce que il y a des particularités, c'est vrai, sur une radio, une forme d'onde adaptée pour entre du sol-sol, du solaire ou de l'air-air. Il y a des particularités, mais on sait faire. Voilà. Par contre, ça demande un peu de temps, ça demande des réflexions du niveau de classification des informations aussi, du débit. Et voilà. Donc et l'avantage d'avoir des programmes structurants comme le SCAF permettent finalement d'emmener un peu tout le monde avec eux derrière, comme c'est le cas sur le terrestre avec Scorpion. Voilà, nous, DGA, on n'est pas sectaire, on travaille avec toutes les armées, donc il n'y a pas de souci, on est là au service. Et vous l'avez dit, d'autant pour nourrir le cockpit actuel aussi d'ailleurs de toutes ces réflexions et ces innovations. Est-ce qu'on a des questions ? Monsieur, on va vous donner un micro au deuxième rang, s'il vous plaît, juste à côté de la caméra. Bonjour monsieur. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup alors pour la qualité de ces interventions. Je suis Romaric Redon, je coordonne la feuille de route d'intelligence artificielle d'Airbus.
J'avais une question là sur, vous disiez le pilote doit toujours avoir la main pour suivre ou potentiellement s'écarter de ce qui est proposé par le système. La question, elle est liée à la temporalité, c'est-à-dire ce qu'on envisage et ce que la DARPA d'ailleurs dit, c'est que l'IA va permettre de faire la guerre au temps de la machine et plus au temps de l'homme quelque part. Donc qu'est-ce qui se passe quand tout se passe trop vite pour l'homme et qu'on suppose que la machine peut prendre des décisions, mais que l'homme n'a pas le temps d'être dans la boucle de ces décisions et que potentiellement on essaye à chercher d'augmenter la survivabilité, par exemple. Comment on gère ces questions ? Bon, je crois que je vais répondre. Donc c'est une question qu'on étudie évidemment très sérieusement au titre notamment de l'aspect éthique, puisque derrière ça, il y a jusqu'où peut-on aller en termes d'autonomie versus automatisation. Et il y a une différence à bien prendre en compte dans les objets que l'on met en œuvre. Et il y a aussi la question, au sein même d'un cockpit, quelles sont les fonctions qui vont être complètement automatisées, pour lesquelles l'homme n'interviendra peut-être pas, ou peut-être en superviseur. Voilà. Il y a plusieurs niveaux possibles pour inscrire le rôle de l'homme dans ces fonctions-là. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, en fait, il faut on recherche dans chaque fonction le juste contrôle que l'homme doit apporter dans ces boucles. Et donc, il y a des boucles qui sont liées à l'engagement létal de capacité, donc létale de l'armement, et qui vont donc potentiellement engager les responsabilités d'un opérateur. Là, on a besoin de garder l'homme à minima, au moins, soit dans la boucle ou sur la boucle. Et ces fonctions-là, il faut les identifier clairement, et on est en plein dessus. Et on peut pas, et on n'écartera pas l'homme de ces processus décisionnels. Ça, c'est quelle que soit la temporalité, il y a un moment donné, il faut être sûr que quelqu'un prenne bien la responsabilité d'engager l'armement au titre des règles d'engagement qui sont établies et également au titre de l'engagement de la France, notamment sur l'éthique en international, etc. Et après, il y a d'autres fonctions qui sont moins engageantes. On parlait de la reconnaissance de formes ou d'objets. Là, la machine va travailler beaucoup plus rapidement que l'homme. Il y a d'autres fonctions qui sont liées à la protection aussi, à la protection de l'avion. L'autoprotection, ça va aller tellement vite, les vitesses se sont accélérées, les missiles arrivent très vite. Bon, ok, très bien, il n'y a pas de danger de dommages collatéraux par rapport à des populations. Là, on va évidemment automatiser au maximum, et je parle d'automatisation dans ce cas-là. Donc oui, c'est un vrai travail de fourmi que de prendre chaque fonction une par une et de définir la juste place de l'homme, le juste contrôle qu'il doit avoir sur ces fonctions-là, au titre de l'éthique notamment. Je laisse la place pour une dernière question. Il est monsieur au premier rang, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour à tous et merci. Vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup. En fait, c'est vraiment très instructif. En fait, moi, je suis Walid Benzarti, je suis de Thales, en charge de l'innovation dans la division Land and Air Systems. Et donc, en fait, j'avais une question qui n'a pas été évoquée en fait, dans le sujet. On parle bien du pilote, on parle bien de la pyramide de Maslow, en disant en fait, qu'il y a plusieurs besoins. Mais en fait, est-ce qu'on n'a pas la capacité d'enlever ces besoins-là par le fait de déporter le pilote ? On a parlé de l'environnement bruyant, de le fait qu'il devait regarder à l'extérieur. Mais aujourd'hui, avec tous les capteurs, avec les drones qui commencent à exploser de partout et avoir en fait, des capacités importantes. En plus, aujourd'hui, en fait, avec les moyens de communication, on peut sécuriser quand même énormément d'informations qui arrivent jusqu'au sol ou qui arrivent en tout cas dans un environnement sécurisé. C'est d'avoir le pilote dans un environnement qui soit plus sympa. Je ne vais pas dire au fait que ça va nécessairement le déconnecter de sa mission et de son environnement, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut au moins diminuer le nombre de charges que le pilote pourrait avoir sur certaines missions où il n'a pas besoin d'être dans le cockpit et dans cet environnement qui est extrêmement stressant. Allez, réponse en très rapide, s'il vous plaît, Vincent Chussot. Très rapidement, donc c'est toute la question de a-t-on besoin d'un homme au plus près dans l'avion de combat en première ligne, ou est-ce qu'il faut le mettre à l'arrière, comme un peu le Reaper aujourd'hui avec le contrôleur ou le pilote et son équipe en remote control, comme on le dit. Alors, c'est une question qui a été posée dès le départ dans le projet SCAF, il faut être très clair, et auquel on a répondu tout de suite. Nous, la France, mais également les Allemands, les Espagnols, on a tous répondu dans le même sens. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2040, et même un petit peu au-delà, on estime que pour différentes raisons que je vais évoquer, on a encore besoin d'un homme au sein d'un avion de combat de nouvelle génération.
accompagné de systèmes dronisés et qui vont compléter son action. Mais on a encore besoin de cet homme dans cet avion. Pourquoi ? Pour diverses raisons qui sont liées notamment au fait que dans certaines missions très contraignantes, donc face à une menace qui est très forte, je pense aussi également à la dissuasion, on a besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un qui a la responsabilité jusqu'au bout de l'action. Et ça, on n'aura pas forcément la communication jusqu'au bout. Et donc il faut quelqu'un qui a reçu des ordres, qui soit capable de prendre en compte les décisions politiques de haut niveau et la porter au plus loin, y compris sous la menace cyber par exemple, donc dans un environnement où la machine, on émet des doutes, même en 2040, et on verra plus tard. Mais voilà. Et donc il y a le deuxième aspect qui est l'aspect technologique, c'est-à-dire qu'en 2040, c'est pas si loin que ça en fait, c'est pas si loin. Et imaginez qu'un avion de combat soit complètement automatisé, même avec une commande à distance. On a estimé qu'il y avait un gap très important et que ce n'était pas souhaitable. Et puis ensuite, il y a d'autres missions, par exemple l'assistance en vol. Quand un avion vient assister à un avion de ligne, qui est en détresse au-dessus du territoire national, c'est quand même plus réconfortant d'avoir un avion piloté à côté d'un avion de ligne en détresse que d'avoir un drone qui va soi-disant vous ramener sur le terrain en toutes circonstances. C'est un peu ces raisons-là. Et on a tous déterminé qu'il fallait encore, à l'horizon 2040, sans exclure, sans présager du futur, hein, peut-être que demain on aura plus de drones à côté et peut-être qu'à un moment donné les hommes seront cantonnés à certaines missions et pas d'autres. Mais aujourd'hui on en est là. Merci beaucoup pour ces explications, merci de vos questions, merci à tous les trois pour vos interventions, Vincent Chussot, Vincent Sol et Patrick Bouet. Je pense que vous pouvez rester quelques minutes autour de la salle pour échanger, si vous le souhaitez, avec les gens qui ont assisté à cette conférence. Merci à tous et à toutes.